quoi les contaminants émergents? C'est quoi les différentes familles ou groupes de contaminants émergents? Il y a contamination de différentes formes. Et là, si on veut vraiment définir la contamination, il y a des contaminations chimiques, des contaminations physiques. Il peut y avoir des formes par la radioactivité. Il peut même avoir une contamination qui est biologique. On en est particulièrement conscient avec la COVID. Et donc, dans ce qui est chimique, il y a des composés inorganiques. Il y a des molécules organiques naturelles ou synthétiques. Il y a des toxines, il y a des nutriments, l'engrais, etc. Ça peut être l'acidité, ça peut être le redox. Donc, il y a plein de façons que les molécules chimiques peuvent devenir des contaminants. Et au niveau physique, bien, il y a une question de température, de poussière, de son, de lumière. Donc, il y a plein de choses qui pourraient faire une forme de contamination. Dans le cadre de notre cours, on va se concentrer sur les contaminants chimiques plus spécifiquement. Donc, quand on va essayer de voir si quelque chose est contaminant, il faut essayer de définir si c'est contaminé ou pas. Et donc, on va toujours être un petit peu obligé de faire une comparaison avec ce qui est des concentrations normales. Parce qu'il y a des choses où on a tendance à penser que ce n'est pas normal, mais il y a beaucoup de contaminants qui peuvent apparaître naturellement dans l'environnement. Et donc, il faut essayer de départager qu'est-ce qui est normal ou pas. Et souvent, pour faire ce genre d'exercice-là, on va essayer de déterminer. On va faire beaucoup de travaux au niveau de l'environnement, beaucoup d'études, beaucoup d'analyses pour essayer de trouver c'est quoi le seuil de ce qui est normal et acceptable et qu'est-ce qui, en fait, est au-dessus de la norme et ne l'est pas. Très souvent, ce seuil-là est autour du 95e percentile. Et donc, le 95e percentile, ce que ça veut dire, c'est qu'on va faire, si on faisait 100 analyses dans l'environnement, bien, les 5 plus élevés seraient au-dessus, seraient rendus à 95, et donc les 5 plus hauts seraient au-dessus de ce seuil-là. Et donc, ça reflète des niveaux de contamination qui sont exceptionnels, parce qu'on est à 95, donc les 5 plus grands sur 100, mais pas non plus complètement farfelus. Et donc, une autre analogie, c'est que c'est 1 sur 20, donc ce serait dans une classe normale de 20 étudiants, bien, c'est le plus grand qui représente le 95e percentile de ce qui est le plus élevé et le ou la plus petite qui va représenter ce qui est le plus petit. Donc, il faut vraiment garder ça en tête quand on va essayer de voir l'historique de la contamination. Ensuite, on va essayer de différencier qu'est-ce qui est un vieux contaminant d'un contaminant d'intérêt émergent. Et donc là, c'est vraiment important de voir qu'est-ce qui est historique, qu'est-ce qui est vieux, qu'est-ce qu'on connaît bien, qu'est-ce qu'on maîtrise bien, et qu'est-ce qui est un contaminant d'intérêt émergent qu'on a besoin d'apprendre à connaître et de mieux comprendre. Donc, à travers cet exercice-là, on peut différencier maintenant qu'est-ce qui est un polluant et qu'est-ce qui est un contaminant. Et donc là, la différence est quand même, ça peut sembler subtil, mais c'est vraiment important. Un contaminant, c'est quelque chose qui va être, c'est un contaminant chimique, là, mais si c'est autre chose, ça va être un agent, mais un contaminant chimique qui va être au-dessus de ce qui pourrait être considéré normal. Donc, si on s'attend à ce que la normalité ne dépasse pas un certain seuil et que là, tout d'un coup, la concentration est plus élevée, on a un contaminant qui est à des concentrations trop élevées par rapport à la norme, mais on n'est pas nécessairement certain s'il y a des impacts ou si c'est toxique ou s'il y a des effets nocifs. Un polluant, alors, ça va être quelque chose qui est effectivement un contaminant parce qu'il est au-dessus des normales, mais il y a aussi des impacts. On arrive à mesurer des effets, des impacts négatifs. Il y a des problèmes qui vont être causés par la présence de ce polluant-là. Donc, à la rigueur, il y a une espèce de gradation entre qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est contaminé parce qu'on a la présence d'éléments chimiques qui ne devraient pas être là, mais qui sont dans des niveaux sans trop d'impact, sans trop d'inquiétude. Et ensuite, on a un niveau de pollution où là, on a des contaminants qui sont présents et qui polluent et qui ont des impacts qui vont endommager l'écosystème, qui vont être mauvais pour les vers de terre, les oiseaux, l'humain ou autre chose. Donc, tout ça fait qu'on revient vraiment à ce que j'expliquais tantôt. C'est critique de pouvoir définir c'est quoi le seuil de normalité, qu'est-ce qu'on s'attend à retrouver de façon naturelle et qu'est-ce qui n'est pas naturel, auquel cas, bien, on a effectivement un problème. Donc, dans les différentes
gamme ou les différents éléments chimiques, bien, il y a toute la gamme des éléments traces et des métaux qui sont un cas de figure particulier justement en termes de définition de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est contaminé, puis qu'est-ce qui est pollué, parce que les éléments traces, le tableau périodique peut potentiellement se retrouver un petit peu partout, donc c'est particulièrement plus difficile dans ce cas-ci de différencier. Il y a les terres rares, qui sont aussi des nouvelles molécules qu'on utilise de plus en plus dans toutes sortes de technologies et qui sont potentiellement des contaminants. Il y a plein d'éléments majeurs ou encore non conventionnels. L'élément majeur, bien, ça peut être du calcium, ça peut être du sodium. Donc oui, le sel, il y en a plein dans l'eau de mer, mais il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des circonstances où il ne devrait pas en avoir. Et donc, toutes sortes d'éléments qui peuvent devenir des contaminants s'ils ne sont pas au bon endroit de la bonne façon. Il y a plein de pesticides. Et là, il y a un mélange dans les pesticides. Là. Il y a plein de vieux pesticides historiques qui peuvent nous causer des soucis. Mais il y a aussi toutes sortes de nouveaux pesticides qui sont inventés et mis en marché et qu'il faut évaluer pour évaluer leurs impacts et leur pertinence. Tout ce qui est lié au plastique, et donc il y a un problème de plastique qui est lié aux particules et aux bouteilles de plastique, puis à tout ce qui se ramasse dans l'environnement. Mais il y a une composante chimique sur les plastifiants, sur les molécules qui vont lixivier les bouteilles de plastique qui peuvent se ramasser dans l'eau. Quand l'eau d'une bouteille d'eau en plastique goûte le plastique, c'est parce qu'il y a des produits plastifiants ou des sous-produits de plastique qui sont dans l'eau. Et ben, ce serait probablement mieux de prendre l'eau du robinet que de l'eau d'une bouteille de plastique qui goûte le plastique. Il y a tout ce qui est le médicament, les produits d'hygiène personnelle, et donc il y a toute une gamme de ce qu'on utilise pour notre corps, pour notre santé. Les hormones, et là dans les hormones, il faut combiner qu'est-ce qui est des hormones naturelles qui sont produites par tous un chacun, par les animaux, etc., et qu'est-ce qui serait des hormones synthétiques qui sont prises comme médicaments ou anovulants ou autres. On s'intéresse particulièrement aussi aux perfluorés et à tout ce qui est la gamme de molécules pour réduire la capacité à faire des feux, donc des retardateurs de flammes ou des produits pour éteindre les feux carrément, des moussinifuges, etc. Et les cyanotoxines, qui sont les toxines produites par les algues bleu-vert. Et donc, quand on a un bloom d'algues bleu-vert, l'impact et le problème, c'est vraiment les cyanotoxines qui ont toutes sortes d'impacts sur la santé et sur l'environnement. Une fois qu'on a essayé de définir qu'est-ce qui était contaminé puis pas contaminé, on arrive rapidement à établir des critères de qualité. Et là, il y a parce que, bon, dans le processus de définir ce qui est contaminé, on a besoin de faire beaucoup d'analyses pour voir qu'est-ce qui est normal, puis qu'est-ce qui est au-dessus de la norme devient contaminé. Quand on veut définir ce qui est pollué, ça veut dire quelque chose qui a des impacts. Mais là, il y a un défi supplémentaire où on ne peut pas faire juste des analyses chimiques pour déterminer qu'est-ce qui est pollué, parce que ça veut dire qu'il y a des impacts sur la santé, sur la biologie, sur les oiseaux, les poissons, les vers de terre, les micro-organismes. Et la seule façon de voir s'il y a un impact chez des oiseaux, bien, c'est d'aller observer les oiseaux et de voir c'est quoi les impacts chez les oiseaux, puis à partir de quelles conditions dans l'environnement, soit avec des tests en laboratoire, soit en mesurant ce qui se passe dans l'environnement avec des vrais animaux, est-ce qu'on peut arriver à déceler quand est-ce qu'il y a des problèmes. Et donc, la science qui est vraiment critique dans tout ça, puis qui est très complexe, c'est comment on définit un critère de qualité. Et pour bien le faire, on voudrait des milliers d'études qui représentent toutes sortes d'aspects qui vont intégrer des études sur l'impact de la reproduction des poissons, sur la croissance des oiseaux, sur le problème sur les coquilles d'œufs des oiseaux, sur des processus microbiens dans les sols, sur la santé des humains, le développement des enfants. Donc, on veut capter le plus vaste possible d'effets potentiels pour être capable de voir c'est quoi les effets les plus sensibles et qu'est-ce qu'on veut réglementer, puis comment on s'assure qu'on protège bien notre environnement. Donc, le processus global de regarder comment on fait des critères est passablement compliqué, mais c'est l'élément aussi qui est très critique dans tout ça pour définir qu'est-ce qui est un contaminant, qu'est-ce qui est un polluant, puis comment les gérer.